Bonjour à tous, chers amis. Saviez-vous que près de 95% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées? Si vous aimez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Deacon Woolridge arpentait le couloir de l'Interstate 80 depuis 12 hivers, et il connaissait le col de données comme un homme connaît la cicatrice sur sa propre main. Chaque virage aveugle, chaque pourcentage de pente, chaque zone de chaînage entre Cisco Grove et la frontière du Nevada était gravée dans sa mémoire, comme une carte racinaire tracée dans la fumée de diesel. Février 2024 apporta une tempête capable de transformer la Sierra en un mur blanc. Le genre de tempête qui faisait taire les dispatchers au téléphone quand on leur disait qu'on continuait à rouler. Deacon avait quitté Sacramento à 21h avec une cargaison complète d'électronique à destination de Reno, pensant devancer le pire. Mais quand il atteignit Immigrant Gap, la neige tombait en rafales horizontales, et la CHP, California Highway Patrol, avait allumé les panneaux chaînes obligatoires comme des guirlandes de Noël. Il se gara dans la zone de chaînage désignée à Nyack, juste après l'aire de repos de Donner Summit. Le parking était un chaos de feux stop rouges perçant la tempête. Peut-être 8 camions dispersés sur le gravier et la neige tassée. Les conducteurs, courbés contre le vent, luttaient avec des chaînes métalliques glacées. Deacon recula dans un espace libre près du bord, éteignit ses feux de position à l'exception des clignotants, et descendit dans la morsure du vent de montagne. Sa respiration formait des nuages assez épais pour cacher ses mains. La cargaison était serrée sur ses heures de service. Il avait tout calculé à la minute près, 22 minutes pour mettre les chaînes, 1h10 pour traverser le col si la route restait ouverte. Ensuite, il aurait juste assez de temps pour livrer au centre de distribution de Sparks avant que son compteur de 14 heures n'expire. Alors qu'il était à moitié terminé avec la deuxième série de chaînes, un dépanneur arriva de la voie ouest, le moteur grondant, les lumières ambrées traçant des cercles paresseux dans la neige. Il s'arrêta à 10 mètres du camion de Deacon, et le conducteur en descendit. Grand, vêtu d'un lourd manteau, une casquette tirée bas sur les yeux. Il ne s'approcha pas directement de Deacon. Au lieu de cela, il se promena entre les camions garés, éclairant les portes des remorques avec une lampe torche et examinant les plaques. Deacon continua son travail, mais ses mains ralentirent. Il y avait quelque chose dans la manière dont l'homme se déplaçait, quelque chose de délibéré, comme s'il faisait un inventaire plutôt que d'offrir de l'aide. Le dépanneur n'avait pas d'escorte de la CHP, pas de marquage Caltran, juste un autocollant délavé sur la porte que Deacon ne pouvait pas lire à travers la neige. Quand l'homme se tourna enfin vers lui, il cria par-dessus le vent avec une voix qui portait trop facilement pour les conditions. « Vous transportez quelque chose de sensible à la température ?» demanda l'homme, encore à 6 mètres de distance. Deacon se redressa, l'outil à chaîne encore à la main. « Pourquoi ?» répondit-il, non pas de manière hostile, mais prudente. L'homme fit quelques pas de plus. Assez près maintenant pour que Deacon puisse voir son visage sous la visière de sa casquette. Buriné, plus âgé, le genre de visage qui aurait pu appartenir à n'importe quel mécanicien de bord de route entre ici et Omaha. « Je m'appelle Luther Pritchard », dit l'homme. Entrepreneur indépendant. La CHP nous a demandé de vérifier les chargements par ce temps. Vérifier que les joints sont intacts, pas de déplacement de cargaison, pas de fuite, protocole de sécurité. Deacon ne répondit pas immédiatement. Il avait traversé Donner et des tempêtes bien pires que celle-ci, et jamais il n'avait vu un dépanneur demander à voir les joints, sauf en cas d'accident ou de directive de la CHP avec des papiers à l'appui. « Je n'ai reçu aucun message de la part du dispatch concernant des inspections, » dit Deacon, gardant un ton égal. Luther hocha la tête, comme s'il s'y attendait. « Ils le font discrètement ce soir. Trop de camions s'accumulent. Si on le diffuse sur le CB, on aurait un bouchon encore plus gros qu'on en a déjà. » Il désigna son dépanneur. « J'ai l'autorisation si vous voulez la voir. Je fais juste mon travail, mon frère. J'aide à garder la route dégagée. » Deacon regarda au-delà de lui, vers les autres camions. Quelques conducteurs terminaient leur chaîne. Un gars était adossé à sa cabine, fumant, de la vapeur s'échappant de son thermos. Personne d'autre ne semblait être approché. C'était ce détail qui resta coincé dans l'esprit de Deacon comme une écharde. Si c'était un protocole de la CHP, pourquoi Luther ne parlait-il qu'à lui? « Je vais appeler la CHP moi-même, dit Deacon, tendant la main vers le micro du CB à travers la porte ouverte.
J'apprécie votre inquiétude, mais mes joints sont bons et ma cargaison est sécurisée. L'expression de Luther ne changea pas. Mais quelque chose dans sa posture changea. Il ne recula pas, ne hocha pas la tête et ne s'éloigna pas comme un homme à qui on venait de refuser poliment. Au lieu de cela, il resta planté dans la neige, les mains dans les poches, observant Deacon comme s'il attendait quelque chose. « Comme vous voulez, » dit Luther finalement. « Mais si vos joints lâchent dans la montée et que la CHP découvre que vous avez refusé une inspection, ce sera sur votre dossier, pas sur le mien. » Il se retourna et marcha vers son dépanneur sans ajouter un mot. Ses bottes craquaient dans la neige selon un rythme qui semblait trop décontracté pour un homme qu'on venait d'envoyer promener. Deacon remonta dans sa cabine et attrapa le micro du CB, les doigts raidis par le froid. Il appela sur le canal 19, la fréquence des routiers. Y a-t-il une CHP ou un Caltran à l'écoute sur l'I-80 est en direction de Donné? Ici un camion ouest à la zone de chaînage de Niac, je cherche une confirmation sur les inspections routières. Quelqu'un me reçoit? Un grésillement lui répondit. Il réessaya sur le canal 9, la bande d'urgence. Toujours rien. Il passa à son téléphone portable. Une seule barre clignotante. Il composa le numéro non urgent de la CHP et laissa sonner. Cela bascula sur la messagerie. Vous avez joint le bureau de la California Highway Patrol de Truckee. Si c'est une urgence, raccrochez et composez le 911. Sinon, laissez un message. Deacon raccrocha sans laisser de message. À travers son pare-brise, il pouvait voir le dépanneur de Luther au ralenti près de la bretelle de sortie, les gaz d'échappement se mêlant à la neige. Les lumières ambrées tournoyaient encore, mais plus lentement, comme si le véhicule s'installait dans l'attente. L'instinct de Deacon lui disait deux choses. Premièrement, Luther n'était ni de la CHP, ni de Caltran, et ne faisait pas de contrôle de sécurité. Deuxièmement, quitter cette zone de chaînage allait devenir bien plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. Il termina de fixer ses chaînes en silence, vérifiant chaque maillon, chaque tendeur, chaque point de connexion. Quand il eut fini, il ne rangea pas ses outils tout de suite. Il garda le tendeur de chaîne dans la cabine à portée de main et s'assura que ses portes étaient verrouillées avant de remonter. Le CB grésilla. Est à Niac. Ici un camion à 3 km devant vous à Rainbow Bridge. Vous demandez des infos sur les inspections? Deacon attrapa le micro. Oui. Un dépanneur ici dit que la CHP fait des contrôles de sécurité sur les chargements. Vous avez entendu parler de ça? Un silence. Puis la voix revint, plus basse cette fois. Négatif. Je viens de passer un checkpoint de la CHP à Truckee. Ils n'ont pas dit un mot sur les inspections. La seule chose qu'ils vérifient, ce sont les chaînes et les journaux de bord. Qui vous a approché? Deacon regarda le dépanneur de Luther. Il roulait maintenant, coupant lentement à travers le parking vers la bretelle qui menait à l'I-80. Le dépanneur s'appelle Luther Pritchard, entrepreneur indépendant, a-t-il dit. Un autre silence, plus long cette fois. Quand la voix revint, elle portait un poids différent. Écoutez bien, conducteur. Ne suivez pas ce dépanneur. Ne prenez aucun détour qu'il vous propose. S'il essaie de bloquer votre voie, appelez le 911 et restez avec les autres camions autour de vous. Il y a des rumeurs sur le CB depuis 2 semaines sur des camions détournés de l'autoroute ici, des chargements qui disparaissent. La CHP n'a pas confirmé, mais le mot est lancé. Vous me recevez? La main de Deacon se serra sur le micro. Je vous reçois. Merci pour l'avertissement. Il posa le micro et regarda le dépanneur de Luther disparaître dans le rideau de neige, les feux arrière s'éteignant comme des braises avalées par la cendre. Deacon resta assis dans la chaleur du ralenti de sa cabine, les essuie-glaces battant un rythme régulier contre la neige. La zone de chaînage se vidait maintenant, un camion après l'autre reprenant la route. Il avait un choix à faire, rouler vers les comme prévu et espérer que Luther soit parti, ou rester sur place, brûler son temps de service, et rater sa fenêtre de livraison. Aucune des options ne lui semblait idéale. Il attrapa son carnet de bord, l'ouvrit et fixa les lignes. 14 heures. Il lui restait peut-être 90 minutes avant d'être forcé de s'arrêter pour 10 heures. S'il attendait ici encore 30 minutes, les calculs ne fonctionneraient plus. La cargaison serait en retard, le destinataire serait furieux et sa note de sécurité en prendrait un coup. Mais si Luther Pritchard faisait partie d'une escroquerie, d'une opération de vol de cargaison utilisant de fausses inspections et des détours,
alors repartir seul dans la tempête était exactement ce que l'homme voulait. Dicon prit sa décision. Il démarra le moteur, relâcha les freins et se dirigea vers la sortie. Mais au lieu de prendre l'est vers le Nevada, il fit un large détour et prit l'ouest, redescendant la montagne vers le dernier relais routier qu'il avait croisé, celui d'Immigrant Gap. Cela lui coûterait 1 heure, peut-être plus. Cela tuerait sa fenêtre de livraison, mais cela le mettrait aussi sur un parking éclairé avec des caméras, d'autres conducteurs, et une ligne fixe vers la CHP qui fonctionnait réellement. Alors qu'il descendait la pente, il garda les yeux sur les rétroviseurs. Aucune lumière ambrée ne le suivait. Aucun dépanneur n'apparaissait dans ces angles morts. Juste de la neige, de l'obscurité, et la lueur faible de ses propres feux de remorque se reflétant sur le blanc. Il pensait à la manière dont Luther s'était déplacé entre les camions, éclairant les plaques avec sa lampe, vérifiant les chargements comme un homme faisant une liste de courses. Il pensait à la question, vous transportez quelque chose de sensible à la température? Pas vous allez bien? Ou avez-vous besoin d'aide pour vos chaînes, mais une question conçue pour trier la cargaison, pour identifier la valeur. Dicon ne savait pas s'il venait d'échapper à quelque chose ou s'il avait évité un danger imaginaire. Mais une chose était sûre, il ne traverserait pas le col de Donné cette nuit-là, pas seul, pas dans le noir, et pas avec Luther Pritchard quelque part sur le même tronçon d'autoroute. La descente vers Immigrant Gap lui sembla plus longue que dans son souvenir. La neige s'était épaissie en une tempête blanche, le genre où vos phares se réfléchissent simplement sur vous et où les marquages de voies disparaissent sous un manteau de blanc. Il garda sa vitesse à 55 km/h, les 2 mains fermement sur le volant, les yeux plissés pour suivre les poteaux réfléchissant le long de l'accotement. Toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil dans ses rétroviseurs, s'attendant à moitié à voir des lumières ambrées percer la tempête derrière lui, mais il n'y avait rien, juste le ruban vide de l'autoroute et le rugissement étouffé de son propre moteur luttant contre la pente. Son CD grésillait par intermittence avec des conversations éparses de routiers, la plupart des plaintes concernant les exigences de chaîne et les rumeurs de fermeture. Quelqu'un à l'est signala avoir vu un camion jacniffé près du lac Donné. Une autre voix avertit de la formation de verglas ou la poudre fraîche après le sommet. Dicon écoutait mais ne répondait pas. Il ne voulait pas diffuser sa position. Ne voulait pas annoncer qu'il roulait vers l'ouest alors que tout le monde poussait vers l'est. Cela semblait paranoïaque, mais la paranoïa l'avait maintenu hors de danger plus d'une fois dans ce métier. Quand on conduit assez longtemps, on apprend que le pressentiment qu'on ignore est généralement celui qui vous coûte cher. Le relais routier d'Immigrant Gap apparut à travers la neige comme un mirage de néon et de fumée de diesel. Ce n'était pas grand, peut-être une douzaine de places de parking et un bâtiment bas avec un restaurant attitré, mais chaque espace était occupé et les lumières brillaient. Dicon dut faire 2 fois le tour avant qu'une place ne se libère près de la clôture arrière, coincé entre une remorque réfrigérée et un vieux Peterbilt avec des plaques du Nebraska. Il recula prudemment, serra ses freins, et coupa le moteur. Pendant un moment, il resta simplement assis là, laissant l'adrénaline s'écouler de ses épaules. Ses mains lui faisaient mal d'avoir serré le volant. Sa mâchoire lui faisait mal d'avoir serré les dents. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait été tendu jusqu'à ce que le silence s'installe autour de lui. Il attrapa son téléphone. Toujours une barre, mais c'était suffisant. Il composa à nouveau le numéro de la CHP, et cette fois, quelqu'un répondit au 3e son, une voix plate avec le genre de fatigue qui vient des quarts de nuit pendant une tempête. Patrouille routière, quelle est votre position et la nature de votre appel? Dicon lui donna les détails, son nom, son numéro de camion, la zone de chaînage de Nyack, et l'approche de Luther Pritchard. Il décrivit le dépanneur, les questions sur la cargaison, l'absence de marquage ou de papier de la CHP. La dispatch lui demanda de patienter, et il entendit des touches de clavier en arrière-plan alors qu'elle consultait les dossiers. Quand elle revint en ligne, son ton avait changé, pas alarmé, mais plus concentré. Monsieur Woolridge, nous n'avons aucun entrepreneur indépendant autorisé à faire des inspections au col de Donné ce soir. Nous avons reçu des signalements au cours du dernier mois concernant un dépanneur opérant dans cette zone pendant les tempêtes, approchant les conducteurs sous de faux prétextes. Nous n'avons pas encore pu confirmer un schéma, mais votre rapport correspond à ce que nous avons entendu. Cet individu a-t-il tenté de vous détourner de l'autoroute ou demander l'accès à votre remorque? Dicon lui dit non, qu'il avait refusé et était redescendu de la montagne. Elle en prit note, demanda une description de Luther Pritchard, et lui dit qu'un officier le contacterait s'il localisait le dépanneur. Puis elle ajouta quelque chose qui serra l'estomac de Dicon. Si vous prévoyez de continuer vers les ce soir, je vous recommande de voyager en convoi si possible.
Nous avons eu 2 incidents au cours des 3 dernières semaines où des conducteurs ont signalé avoir été suivis après avoir quitté les zones de chaînage. Un conducteur a dit qu'un dépanneur avait tenté de l'enfermer près de la sortie de Rainbow Bridge. Il a réussi à s'en sortir, mais nous n'avons jamais retrouvé le véhicule. Restez en communication avec les autres conducteurs sur votre CB. Et si vous revoyez ce dépanneur, ne vous arrêtez pas à appeler immédiatement le 911. Deacon la remercia et raccrocha. Il resta assis dans la lueur tamisée de sa cabine, fixant le téléphone dans sa main. 2 incidents. Suivis. Enfermé. Il pensait à la manière dont Luther avait attendu à la lisière de la zone de chaînage, le moteur au ralenti comme un prédateur observant le troupeau pour voir quel animal s'écarterait. Il descendit de la cabine et se dirigea vers le restaurant, ses bottes craquant dans la neige. Le froid le frappa comme un coup de poing, mais il l'accueillit. Cela lui clarifiait les idées. À l'intérieur, le restaurant était bondé de conducteurs penchés sur des cafés et des assiettes d'œufs qui avaient trop longtemps séjourné sous les lampes chauffantes. L'air sentait le gras, le café brûlé et les manteaux mouillés séchant trop près des radiateurs. Deacon trouva un tabouret au comptoir et commanda un café noir à une serveuse qui semblait avoir été debout depuis 10 heures d'affilée. Pendant qu'il attendait, il balaya la salle du regard. La plupart des visages lui étaient familiers de la manière dont tous les visages de routiers sont familiers. Burinés, fatigués, des yeux qui avaient vu trop de kilomètres et trop de situations dangereuses. Une femme en gilet réfléchissant était assise 2 tabourets plus loin, sirotant une tasse de soupe. Elle avait l'air de quelqu'un qui travaillait de nuit, le genre de force que l'on acquiert seulement après des années de quart de nuit. Deacon croisa son regard et hocha la tête. Elle lui rendit son hochement. « Tu viens de descendre du col ?» demanda-t-elle. Sa voix était rauque, comme si elle avait respiré à parts égales de l'air froid et de la fumée de cigarette. Deacon confirma qu'il venait de là-bas. « J'ai fait demi-tour à Nyack. J'ai eu une drôle d'impression d'un dépanneur là-haut. » L'expression de la femme ne changea pas, mais sa main s'immobilisa à mi-chemin de sa bouche. Elle posa sa cuillère avec soin. « Un grand gars, un vieux dépanneur sans plaque ?» Deacon sentit les poils de sa nuque se dresser. « Oui. Il s'appelait Luther Pritchard. » La femme hocha lentement la tête, comme si elle s'attendait à entendre ce nom un jour ou l'autre. « Je travaille ici au relais routier, responsable de l'équipe de nuit. Je m'appelle Mavi Harland. J'ai vu ce dépanneur passer ici 3 fois au cours des 2 dernières semaines. Toujours après minuit, toujours pendant les tempêtes, jamais il ne s'arrête pour faire le plein, jamais il ne vient à l'intérieur, il reste juste au bord du parking pendant quelques minutes, puis il part. La semaine dernière, un conducteur m'a dit que le même gars avait essayé de le convaincre que sa cargaison avait bougé et devait être resécurisée dans une cour privée en bas à Halifax. Le conducteur n'a pas mordu à l'hameçon, mais il a dit que le gars était persistant. Vraiment persistant. Deacon serra ses mains autour de sa tasse de café, laissant la chaleur pénétrer ses doigts. La CHP est au courant ? Mavi haussa les épaules. Je l'ai signalé 2 fois. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter. Pour autant que je sache, rien n'en est sorti. Difficile de prouver quoi que ce soit quand le gars ne commet aucune infraction en roulant simplement. Elle marqua une pause, puis ajouta. Mais je vais te dire une chose, chaque conducteur qui l'a mentionné avait un point commun. Ils transportaient tous des chargements de haute valeur, électroniques, produits pharmaceutiques, biens de luxe. Je ne l'ai jamais vu approcher un gars qui transportait du gravier ou du bois. Ce détail atterrit dans l'esprit de Deacon comme une pierre jetée dans une eau calme. Sa cargaison était de l'électronique. 42 palettes de biens de consommation à destination d'un centre de distribution à Sparks. Valeur de détail, plus d'un demi-million de dollars. Tu penses qu'il repère les cibles ? Demanda Deacon. Mavi prit une lente gorgée de sa soupe, les yeux fixés sur la fenêtre où la neige s'accumulait contre la vitre. Je pense qu'il fait plus que repérer. Je pense qu'il a un système. Il trouve un conducteur dans une position vulnérable, isolé, sous pression temporelle, et il offre une solution qui semble raisonnable. Un raccourci, une réparation, un endroit pour attendre que la tempête passe. Et une fois que le conducteur mord à l'hameçon et le sueur de la route principale, c'est là que les choses tournent mal. La cargaison disparaît. Le camion est retrouvé abandonné. Le conducteur ne peut pas être joint ou raconte une histoire qui ne tient pas debout. C'est malin, vraiment. Pas de violence, pas d'effraction, juste de la manipulation et de l'opportunité. Deacon repensa à la question de Luther, vous transportez quelque chose de sensible à la température,
Ce n'était pas une question de sécurité. C'était une question de tri, un moyen d'évaluer si la cargaison valait le risque. Il sentit un œuf froid se former dans sa poitrine. Le genre que l'on ressent quand on réalise à quel point on a frôlé quelque chose de mauvais sans vraiment le comprendre sur le moment. Alors, que dois-je faire ? Demanda Deacon à Mavi. J'ai une fenêtre de livraison que je vais déjà rater. Si je reste ici et attends que la tempête passe, je vais avoir un échec de service et un destinataire en colère. Mais si je roule vers les et que ce dépanneur m'attend quelque part entre ici et Truckee, je roule droit dans le piège qu'il a tendu. Mavi se renversa sur son tabouret, les bras croisés. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait travaillé assez de quarts de nuit pour savoir que la plupart des problèmes n'avaient pas de solution propre. Tu as d'autres conducteurs en qui tu as confiance qui vont dans la même direction ? Deacon secoua la tête. Je roule seul. Toujours. Mavi hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. Alors voici ce que je ferai. Attends jusqu'au matin. La tempête devrait se calmer vers 6 heures. À ce moment-là, tu auras la visibilité de la CHP, la lumière du jour, et d'autres camions sur la route. Oui, tu vas rater ta fenêtre, mais tu auras toujours ta cargaison. Et ta cargaison vaut plus qu'un échec de service. Deacon voulait argumenter, voulait dire qu'il ne pouvait pas se permettre d'attendre, que son dispatché lui passerait un savon et que son pourcentage de ponctualité chuterait. Mais la vérité était que Mavi avait raison. Une livraison en retard était un problème qu'il pouvait régler avec un coup de fil et des excuses. Une cargaison détournée était un problème qui mettait fin aux carrières. Il termina son café et sortit son téléphone. Il appela le dispatch, expliqua la situation sans entrer dans tous les détails, et leur dit qu'il s'arrêtait à cause de la météo. Le dispatché n'était pas content, mais ne le contredit pas. Elle avait entendu assez d'histoires de tempêtes au fil des ans pour savoir qu'il fallait parfois simplement s'arrêter et attendre. Quand Deacon revint à son camion, le parking semblait différent. D'autres conducteurs s'étaient garés depuis qu'il était à l'intérieur, et l'endroit avait pris l'atmosphère d'un camp de réfugiés. Des camions au ralenti en rangée nette. Des échappements crachant des nuages blancs dans le ciel noir. Des conducteurs se déplaçant entre les cabines avec des thermos et des cigarettes. Échangeant des histoires sur les conditions routières et les exigences de chaîne. Cela semblait plus sûr, entouré d'acier et de bruit et d'autres personnes qui comprenaient le rythme de la route. Deacon grimpa dans sa couchette, tira les rideaux et régla son réveil à 5h30. Il essaya de dormir, mais chaque bruit extérieur lui faisait ouvrir les yeux. Une porte qui claquait, un moteur qui vrombissait, le grattement d'une lame de chasse-neige sur l'asphalte. Vers 3 heures du matin, il l'entendit, le grondement sourd d'un moteur diesel qui ne correspondait pas au rythme de ralenti des camions garés. Il écarta le rideau juste assez pour voir dehors. Un dépanneur roulait lentement à travers le parking. Aucune lumière sauf la barre ambrée sur le toit. Il se déplaçait comme s'il cherchait quelque chose, passant devant chaque camion, s'arrêtant quelques secondes, puis continuant. Le souffle de Deacon se bloqua dans sa gorge. Il ne pouvait pas voir le visage du conducteur. Ne pouvait pas lire l'autocollant délavé sur la porte. Mais il savait que c'était Luther. Le dépanneur fit un tour complet du parking, lentement et délibérément, puis roula vers la sortie du parking. Deacon attrapa son téléphone et appela le 911. Il leur donna sa position, décrivit le dépanneur, et leur dit qu'il venait de quitter les lieux en direction de l'est. Le dispatcher dit qu'une unité était en route, mais avec ce temps, les temps de réponse étaient retardés. Deacon ne se rendormit pas. Il resta assis dans sa couchette, le rideau entrouvert, observant le parking. À 4h15, une voiture de patrouille de la California Highway Patrol entra, ses gyrophares découpant la neige. Un officier en descendit, grand et mince, se déplaçant avec la précision prudente de quelqu'un qui avait travaillé sur trop de scènes d'accidents par mauvais temps. Il se dirigea vers le restaurant, parla brièvement avec quelqu'un à l'intérieur, puis commença à faire le tour des camions garés. Quand il atteignit le camion de Deacon, il frappa à la porte. Deacon descendit pour le rencontrer. L'officier se présenta comme Eldenrack, un trooper de la station de Truckee. Il avait un visage comme du cuir usé, le genre que l'on acquiert après des années de travail sur les routes de montagne par tous les temps. Ses yeux étaient perçants, le genre qui ne ratait pas grand-chose. « Vous êtes le conducteur qui a signalé le dépanneur ?» Deacon confirma et raconta toute l'histoire à Rack, la zone de chaînage, l'approche de Luther, la prétendue inspection de sécurité, l'avertissement sur le CB, et l'apparition nocturne du dépanneur sur le parking.
Rack écouta sans interrompre, prenant des notes dans un petit carnet étanche. Quand Deacon eut terminé, Rack le regarda avec une expression difficile à déchiffrer. « Vous avez bien fait de faire demi-tour, » dit Rack. « Nous suivons des signalements concernant ce dépanneur depuis environ un mois, mais nous n'avons pas pu identifier un numéro de plaque ou un propriétaire enregistré. Le véhicule apparaît pendant les tempêtes, approche les conducteurs dans des zones isolées, puis disparaît avant que nous puissions le localiser. Nous pensons qu'il fait partie d'un réseau de vols de cargaison, mais sans une piste solide ou une victime prête à témoigner, nous ne pouvons pas procéder à une arrestation. La plupart des conducteurs qui sont approchés ne le signalent pas, ou s'ils le font, rien n'en sort parce qu'il n'y a pas de preuve de crime. Il ne force pas l'entrée des camions, ne force personne à quitter la route. Il est juste persistant. » Deacon sentit une vague de frustration monter en lui. « Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ? Juste espérer qu'ils ne me suivent pas quand je repartirai ?» Rack secouait la tête. « Quand vous serez prêt à repartir, faites-le moi savoir. Je vous escorterai moi-même au-delà du col. Je suis de service jusqu'à 8 heures, et je n'ai rien de mieux à faire que de m'assurer que vous atteigniez la frontière du Nevada sans problème. Si ce dépanneur réapparaît, nous aurons une raison de l'arrêter et de vérifier ses informations. C'est le mieux que je puisse offrir. » Deacon sentit une partie de la tension dans ses épaules se relâcher. Ce n'était pas une solution parfaite, mais c'était quelque chose. « J'apprécie ça, officier. » Rack lui tendit une carte avec un numéro direct. « Appelez-moi quand vous serez prêt à bouger. Je serai à la zone de chaînage de Nyack en attendant la réouverture du col. La CHP effectue un contrôle des avalanches à l'aube et une fois que ce sera dégagé, nous ferons circuler le trafic à nouveau. Ce sera vers 6h30, 7h au plus tard. » Deacon le remercia et Rack retourna à sa voiture de patrouille, s'arrêtant pour parler à quelques autres conducteurs avant de quitter le parking. Deacon regarda les feux arrière disparaître dans la neige, puis remonta dans sa cabine. Il resta assis dans le noir, écoutant le vent secouer ses rétroviseurs, et pensa à quel point il avait été proche de suivre Luther Pritchard hors de l'autoroute. À quel point il aurait été facile de croire le mensonge, de prendre le raccourci, de faire confiance à la mauvaise personne au mauvais moment. Quand son réveil sonna à 5h30, la tempête avait commencé à se calmer. La neige tombait encore, mais plus légèrement, et à travers les nuages, il pouvait voir la première lueur de l'aube grise se glisser sur les montagnes. Deacon fit son inspection avant le départ dans l'air froid du matin, vérifiant ses chaînes, ses feux, ses sangles de chargement. Tout était sécurisé. Tout était prêt. Il appela le trooper Rack et l'officier confirma qu'il était déjà à Nyack en attente. « Je serai là dans 20 minutes, » dit Deacon et démarra son moteur. Le trajet de retour vers la zone de chaînage semblait différent à la lumière du jour. La route était toujours dangereuse, toujours bordée de neige et de glace, mais la visibilité était meilleure, et d'autres camions étaient en mouvement. Deacon rejoignit un convoi lent de camions se dirigeant vers l'est, tous enchaînés et roulant à 40 km/h. Quand il atteignit Nyack, le trooper Rack était garé à l'entrée dans sa voiture de patrouille, les gyrophares allumés. Deacon s'arrêta à côté et baissa sa vitre. Rack lui fit un signe de tête. « Restez derrière moi. Nous traversons ensemble. » Et c'est ce qu'ils firent, lentement, régulièrement, avec Rack ouvrant la voie et Deacon suivant de près. La remorque oscillait légèrement sur la pente glacée mais tenait la ligne. Ils passèrent le belvédère de Rainbow Bridge, le point de vue du lac Donney, la longue descente vers Truckee. Et tout du long, Deacon garda les yeux sur les rétroviseurs, guettant les lumières ambrées qui ne vinrent jamais. Quand ils franchirent enfin la frontière de l'État vers le Nevada et que l'autoroute s'ouvrit sur un terrain plus plat et plus dégagé, Rack se gara sur l'accotement. Deacon s'arrêta derrière lui. Le trooper revint vers la cabine de Deacon et le regarda à travers la vitre. « Vous êtes libre à partir d'ici, » dit Rack. « Conduisez prudemment, et si vous revoyez ce dépanneur, signalez-le immédiatement. Nous l'aurons éventuellement. Les gars comme ça finissent toujours par faire une erreur. » Deacon le remercia une dernière fois, et Rack retourna à sa voiture de patrouille et fit demi-tour, repartant vers l'ouest en direction de la Californie. Deacon resta assis un moment sur l'accotement, regardant les lumières du trooper s'estomper dans la distance. Puis il passa la vitesse et roula vers l'est en direction de Sparks, sa cargaison toujours intacte, sa livraison en retard mais pas perdue. Il pensait à Luther Pritchard, à la théorie de Mavi Harland, à l'avertissement du trooper Rack. Et il pensait à la mince frontière entre s'en sortir et ne pas s'en sortir lors d'une nuit comme celle-là. Une mauvaise décision,
une confiance mal placée, et il aurait été une autre statistique. Un autre rapport classé et oublié. Il effectua sa livraison avec 3 heures de retard. Le destinataire n'était pas compte, mais ils le déchargèrent sans problème. Dicon signa les papiers, enregistra le retard comme dû aux conditions météo, et quitta la cour avec une remorque vide et une tête pleine de questions sans réponse. Il ne revit jamais Luther Pritchard. N'entendit plus jamais son nom sur le CB. Ne reçut plus jamais d'appel de suivi de la CHP. C'était comme si l'homme s'était dissous dans la tempête, attendant le prochain conducteur, la prochaine opportunité, la prochaine erreur. Et peut-être que c'était le pire, ne pas savoir s'il avait échappé à un vrai danger ou s'il avait simplement imaginé le danger dans l'obscurité. Orin Caïd roulait sur l'I-80 à travers le Wyoming depuis 8 ans, et il avait appris à lire le ciel comme certains hommes lisent les visages de poker. Il fallait savoir faire cela ici, où le temps pouvait passer d'un ciel dégagé à une catastrophe en moins de temps qu'il n'en fallait pour faire le plein et attraper un sandwich. Mars 2023 apporta le genre de tempête printanière qui excitait les météorologues et que les routiers redoutaient, un système de basse pression glissant du Canada avec assez d'humidité pour ensevelir les hautes plaines sous 60 cm de neige en 12 heures. Orin avait surveillé les prévisions toute la matinée depuis un relais routier à Salt Lake City, pesant ses options en sirotant un café brûlé et se demandant si le risque en valait la chandelle. Il transportait du matériel agricole, des pièces en acier lourd destinées à un distributeur de fournitures agricoles à North Platte, dans le Nebraska. La cargaison n'était pas aussi urgente que de l'électronique ou des produits périssables, mais son dispatcher avait clairement indiqué que le destinataire voulait la livraison pour vendredi, et vendredi, c'était demain. Orin avait 2 choix, rester à Salt Lake et attendre que la tempête passe, ce qui pourrait prendre 2 ou 3 jours et faire complètement sauter sa fenêtre de livraison, ou tenter sa chance et espérer traverser le Wyoming avant que le pire ne frappe. Le département des transports du Wyoming avait l'I-80 ouverte, mais avertissait de conditions se détériorant rapidement à l'est de Rawlins. La loi sur les chaînes était déjà en vigueur. Des rafales de vent à 80 km/h étaient prévues. La visibilité chuterait presque à 0 une fois le front passé. Orin prit sa décision comme il le faisait toujours, en calculant le risque par rapport à la récompense et en espérant que son instinct avait raison. Il mit ses chaînes dans le parking du relais routier alors que le ciel était encore bleu, vérifiant chaque maillon et chaque tendeur, car une fois sur les hautes plaines dans un blizzard, il n'y avait pas moyen de s'arrêter pour corriger les erreurs. Sa cargaison était bien arrimée, les bâches sécurisées, toutes ses lumières de position et ses marqueurs de gabarit vérifiés 2 fois. Il appela le dispatch et lui dit qu'il partait, qu'il les tiendrait informés chaque heure, et que si les conditions devenaient trop mauvaises, il s'arrêterait au premier endroit sûr. Le dispatcher lui souhaita bonne chance sur un ton qui suggérait qu'elle pensait qu'il en aurait besoin. La première heure de Salt Lake fut étrangement calme. l'I-80 grimpait à travers la chaîne Wasatch sous un ciel clair et une circulation légère. Juste une poignée d'autres camions et un flux régulier de véhicules particuliers qui ne semblaient pas préoccupés par la tempête qui se préparait au nord. Orin garda son CB sur le canal 19, écoutant les rapports éparpillés des conducteurs déjà dans le Wyoming. La plupart se plaignaient du vent, mais rien de catastrophique encore. Une voix avertit d'un camion jackkniffé près de Rock Springs qui avait bloqué la circulation pendant 30 minutes. Mais quand Orin atteignit ce tronçon, l'épave avait été dégagée et l'autoroute était ouverte. Il entra dans le Wyoming juste après 14 heures, et c'est à ce moment-là qu'il le sentit. La température chuta de 10 degrés en autant de kilomètres, et le vent commença à frapper la remorque par rafales assez fortes pour pousser tout le rig sur le côté. Orin corrigea avec de petits ajustements de direction, gardant sa vitesse à 90 km/h et les mains fermement sur le volant. Le ciel devant lui avait pris la couleur des vieux bleus, un violet et gris sombre avec une bordure jaune malsaine qui signifiait que le front était proche. Il passa un panneau numérique d'autoroute clignotant un avertissement de tempête hivernale en vigueur. Vent violent, neige soufflée, voyage non recommandé. Voyage non recommandé. C'était la phrase que l'État utilisait quand il voulait se couvrir légalement, mais ne pouvait pas justifier la fermeture de la route. Cela signifiait que vous pouviez continuer, mais si quelque chose arrivait, vous étiez seul. Orin avait vu ces panneaux une centaine de fois, et il les avait ignorés presque autant de fois, car recommandé n'était pas la même chose que interdit, et interdit était le seul mot qui comptait quand on essayait de gagner sa vie en transportant du fret. Il continua vers Rawlins, regardant l'horizon disparaître derrière un mur blanc qui semblait avancer vers lui à vitesse d'autoroute. La neige commença juste à l'ouest de Rawlins, légère au début, juste des flocons tourbillonnant sur la route en spirale paresseuse.
En 10 minutes, elle s'était épaissie en une chute régulière, et en 20 minutes, c'était un blizzard à part entière. La visibilité passa d'1,5 km à 100 mètres, puis à 15 mètres. Orin ralentit à 65 km/h, puis à 55 km/h, suivant la lueur faible des feux arrière devant lui parce que les marquages de voie avaient disparu sous une couverture de blanc. Ses essuie-glaces travaillaient à plein régime, et même avec le dégivreur à fond, de la glace se formait dans les coins du pare-brise. Le vent était implacable maintenant, martelant la remorque avec des rafales qui faisaient trembler et gémir tout le rig. Son CB crépitait de voix, des conducteurs annonçant leur position et les conditions, essayant de se coordonner dans le chaos. Est à l'est au kilomètre 215. Je ne vois pas plus loin que mon capot. Quelqu'un d'autre s'arrête? Une autre voix répondit. Je me gare à la station Saint-Clair à Rawlins. Je ne vais pas plus loin dans ça. Orin vérifia son carburant. Les 3/4 du réservoir. Assez pour atteindre Laramie si la route restait ouverte. Mais la question n'était pas le carburant. La question était de savoir si la route resterait ouverte ou si le WIDO, Wyoming Department of Transportation, allait fermer l'I-80 entièrement, le piégeant sur un parking de relais routier pendant des jours. Il atteignit Rawlins et vit la station Saint-Clair sur sa droite, ses lumières à peine visibles à travers la neige. Une douzaine de camions étaient déjà garés là, moteur au ralenti, les gaz d'échappement se mêlant à la neige soufflée pour créer un brouillard blanc qui planait sur le parking comme un linceul. L'instinct d'Orin était de s'arrêter, de rejoindre les autres et d'attendre que ça passe. Mais quelque chose le retint. Peut-être le souvenir de s'être assis sur un parking pendant 3 jours lors d'une tempête en 2019, regardant sa fenêtre de livraison s'évaporer tandis que son dispatcher envoyait des messages de plus en plus frustrés. Peut-être la connaissance que s'il s'arrêtait maintenant, il ne livrerait pas à North Platte avant vendredi, et le destinataire refuserait la cargaison ou lui infligerait des frais de retard qui rogneraient sa marge bénéficiaire. Ou peut-être était-ce simplement de l'entêtement, cette partie de lui qu'il avait maintenue sur la route pendant 8 ans, malgré les longues heures, la solitude, la pression constante. Orin prit le micro de son CB. Est à Rawlins. Quelqu'un a des infos sur les conditions vers Laramie? Un silence, puis une voix revint, plus âgée, fatiguée. Je viens de Laramie en direction de l'ouest. C'est mauvais, mon frère. Vraiment mauvais. Le vent est pire que la neige. J'ai vu 2 camions souffler dans le terre-plein central entre ici et Elk Mountain. Les flics parlent de fermeture d'une minute à l'autre. Les mains d'Orin se serrèrent sur le volant. Elk Mountain. C'était le tronçon que chaque conducteur du Wyoming redoutait. Un goulot de 20 km de haute altitude et zéro protection contre le vent. Par beau temps, c'était gérable. Dans une tempête comme celle-ci, c'était un piège mortel. Mais c'était aussi la seule route vers l'est. Il n'y avait pas d'autoroute alternative, pas de détour qui n'ajouterait pas 8 heures et 2 états au trajet. C'était l'I-80 ou rien. Orin prit sa décision. Il roula devant la station Saint-Clair et continua vers l'est, droit dans la gueule de la tempête. L'autoroute se rétrécit dans sa vision jusqu'à n'être plus que le contour fantomatique des poteaux réfléchissant sur l'accotement et l'éclat occasionnel des feux arrière devant lui. Orin resta dans la voie de droite, collé à l'accotement aussi près qu'il l'osait, car si un autre camion arrivait derrière lui trop vite, il voulait de la place pour s'écarter. Son frein moteur Jack était inutile dans ces conditions. Le frein moteur faisait simplement glisser les roues motrices, alors il comptait sur un contrôle précis de l'accélérateur et des applications douces des freins de service. Toutes les quelques minutes, une rafale de vent frappait la remorque assez fort pour le pousser vers la ligne centrale. Et à chaque fois, Orin corrigeait, luttant contre le volant, sentant le poids de 18 tonnes d'acier et de cargaison se déplacer sous lui. Il passa un camion qui avait glissé dans le terre-plein central, ses feux de détresse clignotant faiblement à travers la neige. Orin attrapa le micro de son CB. Camion en panne dans le terre-plein près du kilomètre 228. Conducteur visible dans la cabine. Il ne s'arrêta pas. Ne pouvait pas s'arrêter. S'il essayait de se garer dans ce vent, il finirait dans le fossé aussi. Quelqu'un d'autre devrait aider. Quelqu'un avec un dépanneur et des chaînes et le genre d'équipement nécessaire pour sortir un semi-remorque chargé d'un banc de neige. Le travail d'Orin était de continuer à avancer, de rester sur la route, de ne pas devenir une autre victime. Son téléphone vibra, un SMS du dispatch. WIDO vient d'émettre un avertissement de fermeture pour l'I-80 de Rawlins à Laramie. Veuillez indiquer votre statut. Orin ne répondit pas. Il était trop occupé à essayer de garder le camion entre les lignes qu'il ne pouvait plus voir.
Un autre SMS. Orin, confirmez que vous n'êtes pas sur ce tronçon. Il l'ignora. Si le dispatch voulait lui passer un savon plus tard, très bien. Là, il avait besoin de ses deux mains sur le volant et de toute sa concentration pour ne pas mourir. Le vent était maintenant si fort que la neige ne tombait plus. Elle volait horizontalement, s'étalant sur son pare-brise en feuilles qui rendait impossible de voir à plus de quelques mètres. La vitesse d'Orin était tombée à 40 km/h, et même cela semblait trop rapide. Il naviguait plus par instinct que par la vue, sentant la route à travers les vibrations du volant, écoutant le son de ses pneus sur le bitume par opposition au crissement de la neige sur l'accotement. C'était comme conduire les yeux fermés, et la terreur de cela s'installa dans sa poitrine comme une pierre froide. C'est alors qu'il vit les lumières. Pas des feux arrière, pas des phares. Des lumières ambrées tournoyant lentement, tranchant le blanc comme un phare. Un véhicule était arrêté sur l'accotement devant lui. Les warnings allumés, et alors qu'Orin s'approchait, il put distinguer la forme d'un pick-up avec une barre lumineuse sur le toit. Quelqu'un se tenait à côté, agitant les deux bras. La première pensée d'Orin fut la patrouille routière, mais en ralentissant, il réalisa qu'il n'y avait pas de marquage d'état sur le camion, pas d'insignes officiels, juste un pick-up blanc avec des lumières après-vente et une silhouette en manteau épais lui faisant signe de s'arrêter. Orin relâcha l'accélérateur, laissant le camion rouler, hésitant entre s'arrêter ou continuer. La silhouette s'approcha de la route, agitant toujours les bras, et Orin aperçut le visage de l'homme, plus âgé, buriné, le genre de visage qu'on voyait sur les ouvriers de ranch et les fermiers qui avaient passé leur vie à travailler dehors. L'homme pointa vers l'est, puis fit un geste de la main en travers de sa gorge. Route fermée. C'était le message. Orin baissa sa vitre de quelques centimètres, et le vent hurla, apportant de la neige et du froid qui mordait son visage. Les routes sont fermées plus loin, cria l'homme par-dessus le vent. Je viens de l'entendre à la radio. Les patrouilles d'État bloquent à Elk Mountain Summit. Vous devez faire demi-tour ou trouver un abri. Orin secouait la tête. Je ne peux pas faire demi-tour dans ça. Je vais me retrouver coincé. L'homme s'approcha, se protégeant contre le vent. J'ai un endroit, une propriété privée, à environ 10 km au sud d'ici. Un grand hangar à équipement, chauffé, avec beaucoup d'espace. Vous pouvez vous garer là et attendre que la tempête passe. C'est mieux que de rester sur l'autoroute. Orin hésita. Chaque instinct qu'il avait développé en 8 ans de conduite lui disait de ne pas suivre un inconnu hors de l'autoroute principale au milieu d'une tempête. Mais l'alternative était d'essayer de pousser jusqu'à un barrage routier et d'être forcé de faire demi-tour de toute façon, ou de rester sur l'accotement avec une visibilité quasi nulle en attendant de se faire emboutir par un autre camion. L'homme semblait lire son hésitation. Je m'appelle Obar Lial. Je possède un ranch au sud d'ici. J'ai aidé des conducteurs avant quand la route se ferme. Je ne cherche pas à vous escroquer, je vous offre juste un endroit sûr pour attendre que ça passe. Orin regarda au-delà de l'homme le mur de blanc qui s'étendait dans toutes les directions. Il ne pouvait pas voir la route devant, ne pouvait pas voir la route derrière. Il était aveuglé, le devenait de plus en plus à chaque minute. Il prit le micro de son CB et diffusa sur le canal 19. Y a-t-il des conducteurs à l'est près du kilomètre 235? Quelqu'un a une confirmation de fermeture à Elk Mountain? Du grésillement. Il réessaya. Quelqu'un me reçoit? Rien. La tempête dévorait le signal, le dispersant à travers les plaines comme tout le reste. Orin regarda l'homme debout dans la neige, attendant une réponse. Obar Lial. Le nom semblait assez réel. L'offre semblait assez raisonnable. Et Orin était à court de meilleures options. 6 km au sud, cria Orin par la fenêtre. Obar hocha la tête. Prenez la prochaine route d'accès au ranch. Elle n'est pas marquée, mais je vais vous guider. Suivez juste mes lumières. Orin prit sa décision. Il hocha la tête et Obar courut vers son pick-up, monta et se mit sur l'autoroute. Ses lumières ambrées tranchaient la neige et Orin suivit, engageant doucement la vitesse et roulant lentement derrière le pick-up. Le tournant apparut plus tôt que prévu. Juste une brèche dans la clôture avec des traces de pneus à peine visibles sous la neige fraîche. Le pick-up de Obar tourna vers le sud sur ce qui pouvait généreusement être appelé une route, mais qui ressemblait plus à deux ornières traversant un champ ouvert. Orin suivit, sentant sa remorque glisser légèrement alors que le bitume disparaissait sous lui. Les lumières du pick-up étaient le seul point de référence maintenant, un seul phare dans un océan de blanc. Orin ne pouvait pas voir de clôture, ne pouvait pas voir de repères,
ne pouvait pas voir autre chose que de la neige, du vent et les feux arrière devant lui. Il pensait au dispatch, à la livraison à North Platte, à la cargaison qui devait arriver demain. Et il pensait à la rapidité avec laquelle les choses étaient passées de gérables à désespérées, comment une décision prise à Salt Lake City ce matin l'avait mené ici, suivant un inconnu à travers un blizzard vers un endroit qu'il ne pouvait pas voir et ne pouvait pas vérifier. Le pick-up ralentit et Orin vit une structure émerger du blanc. Un grand hangar, peut-être 18 mètres de long, avec un toit en appentis et des portes coulissantes assez grandes pour y faire entrer un camion. Hobart arrêta son pick-up et descendit, marchant vers les portes du hangar et les ouvrant. L'intérieur était sombre, mais Orin pouvait distinguer la forme de matériel agricole, de tracteurs, et la silhouette floue de lumière au plafond. Hobart lui fit signe d'entrer, et Orin avança le camion, le guidant à travers les portes avec quelques centimètres de marge de chaque côté. Quand il fut complètement à l'intérieur, Hobart referma les portes derrière lui, et le rugissement du vent tomba à un hurlement étouffé. Orin coupa le moteur et resta assis dans le silence soudain, son cœur battant, ses mains toujours agrippées au volant. Il regarda autour de lui. Le hangar était exactement ce que Hobart avait promis, un bâtiment agricole fonctionnel avec des sols en béton, des poutres en acier, et assez d'espace pour garer 3 camions si nécessaire. Mais il était aussi isolé, à des kilomètres de l'autoroute, et Orin n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il sortit son téléphone. Pas de signal. Il essaya le CB. Du grésillement. Il était complètement coupé, seul sauf pour Hobart Lial, un homme qu'il avait rencontré 5 minutes plus tôt et dont il ne savait rien. Hobart apparut à la porte du conducteur, frappant doucement. Orin baissa la vitre. « Vous êtes en sécurité ici, » dit Hobart. « La tempête devrait passer d'ici demain matin. Je serai à la maison si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il y a un générateur pour les lumières et le chauffage fonctionne si vous en avez besoin. » Il désigna un petit chauffage au propane monté sur le mur. « Servez-vous. Je reviendrai dans quelques heures. » Orin hocha la tête, ne sachant pas quoi dire d'autre. Hobart se retourna et marcha vers une porte latérale, disparaissant dans la tempête. Orin était de nouveau seul, assis dans un hangar au milieu de nulle part, se demandant s'il venait de prendre la meilleure décision de sa vie ou de commettre la pire erreur. Orin resta assis dans sa cabine longtemps après le départ de Hobart, écoutant la tempête faire rage à l'extérieur des murs du hangar. Le vent martelait les tôles métalliques avec un son de tonnerre continu, et il pouvait entendre la neige être poussée contre la structure par vagues qui faisaient grincer et gémir tout le bâtiment. Le hangar était solide. Il pouvait en juger, mais il semblait fragile comparé à la violence qui se déroulait à l'extérieur. Il essaya à nouveau son téléphone, le tenant près du pare-brise, le déplaçant, cherchant ne serait-ce qu'une seule barre de signal. Rien. L'écran affichait pas de service et des lettres qui semblaient plus définitives qu'elles ne l'auraient dû. Il descendit de la cabine, ses bottes heurtant le béton assez froid pour le sentir à travers les semelles, et fit un tour lent autour de son camion. La remorque allait bien, les sangles toujours serrées, la bâche sécurisée, aucun dommage causé par la conduite dans la tempête. Ses chaînes étaient recouvertes de glace et de neige, mais elles tiendraient jusqu'à ce qu'ils doivent bouger à nouveau. Le hangar lui-même était exactement ce que Hobart avait décrit, un espace agricole fonctionnel avec des tracteurs alignés contre un mur, des bancs d'outils couverts d'équipements, des piles de sacs de nourriture entassés vers l'arrière. Tout semblait légitime, bien entretenu, le genre d'opération qu'un vrai rancher gérerait. Mais légitime ne signifiait pas sûr. Orin avait conduit assez longtemps pour savoir que les situations les plus dangereuses semblaient souvent les plus normales de l'extérieur. Il pensa aux histoires qu'il avait entendues au fil des ans. Des conducteurs attirés hors de l'autoroute avec des promesses d'aide ou d'abri, pour voir leur chargement voler ou pire. La plupart de ces histoires étaient probablement exagérées, l'équivalent routier des légendes urbaines, mais certaines devaient être basées sur quelque chose de réel. Et maintenant, Orin était seul, isolé, sans communication et sans moyen de vérifier quoi que ce soit de ce que Hobart lui avait dit. Il marcha vers les portes coulissantes et essaya d'en pousser une ouverte de quelques centimètres, juste pour voir à quoi ressemblaient les conditions à l'extérieur. La porte ne bougea pas. La neige s'était déjà accumulée contre elle, tassée assez serrée pour sceller l'écart. Orin mit son épaule dedans et parvint à créer une ouverture de 15 cm. Un chaos blanc se déversa. Le vent hurlait, la neige était poussée horizontalement. Il pouvait à peine voir à 3 mètres au-delà de la porte. Le pick-up que Hobart conduisait avait disparu, présumément conduit vers l'endroit où se trouvait la maison. Mais Orin ne voyait aucune structure, aucune lumière, aucun signe d'habitation humaine.
Juste du blanc sur du blanc, le paysage effacé par la tempête. Il referma la porte et la verrouilla, puis retourna vers son camion. Le hangar avait des lumières au plafond, des tubes fluorescents qui bourdonnaient et clignotaient, alimentés par le générateur que Hobart avait mentionné. Orin pouvait l'entendre fonctionner quelque part à l'extérieur, un bourdonnement mécanique lointain à peine audible par-dessus la tempête. Le chauffage au propane était monté sur le mur près de l'extrémité éloignée du hangar, et quand Orin trouva l'interrupteur, il s'alluma avec un sifflement de flamme bleue. La chaleur fut immédiate et bienvenue, coupant à travers le froid qui s'était déjà infiltré dans ses os pendant la conduite. Orin remonta dans sa cabine et sortit son carnet de bord. Il devait prendre des notes sur le retard, documenter les conditions météo, la fermeture de la route, la décision de chercher un abri. Si le dispatch lui faisait des reproches plus tard, il aurait besoin d'une trace écrite montrant qu'il avait pris des décisions raisonnables compte tenu des circonstances. Il écrivit pendant quelques minutes, puis s'arrêta et fixa la page. Les mots semblaient creux, insuffisants pour capturer ce qui s'était réellement passé. Comment documenter le sentiment de suivre un inconnu dans un blizzard? Comment expliquer le calcul qu'il avait fait entre danger et nécessité, entre risque et survie? Il posa le carnet de bord de côté et essaya à nouveau le CB, faisant défiler les canaux, écoutant toute voix qui pourrait percer le grésillement. Le canal 19 était mort. Le canal 9 était mort. Même les canaux météo étaient silencieux, juste un bruit blanc qui correspondait au chaos blanc à l'extérieur. Orin éteignit le CB pour économiser la batterie et resta assis dans la cabine sombre, essayant de réfléchir à sa situation de manière logique. Il était coincé ici jusqu'à ce que la tempête passe. Cela, c'était certain. Même si la route s'ouvrait ce soir, il ne pouvait pas naviguer jusqu'à l'I-80 dans ces conditions. Il devrait attendre le matin, espérer que la visibilité s'améliore, et espérer que Hobart revienne pour le guider. C'était cette partie d'espérer qui le dérangeait. Il mettait beaucoup de confiance en un homme qu'il venait de rencontrer, un homme dont les seules références étaient un visage buriné et une histoire raisonnable. Orin repensa à la conversation sur l'autoroute, la rejouant dans son esprit, cherchant des drapeaux rouges qu'il aurait pu manquer. Hobart savait que la route était fermée, mais comment? Il avait dit qu'il l'avait entendu à la radio, mais de qui? La patrouille d'État, d'autres conducteurs, les nouvelles locales. Et pourquoi était-il sur l'I-80 en premier lieu, garé sur l'accotement au milieu d'un blizzard, attendant pour arrêter les camions? Plus Orin y pensait, moins cela avait de sens. Si Hobart était juste un bon samaritain aidant les conducteurs en détresse, pourquoi n'avait-il pas mentionné d'autres camions? Pourquoi n'avait-il pas dit « J'ai déjà 3 rigs garés chez moi. Vous pouvez les rejoindre ». Pourquoi avait-il fait croire qu'Orin était le seul conducteur ayant besoin d'aide? L'instinct d'Orin commença à se resserrer. Ce même instinct qu'il avait maintenu hors de danger sur la route pendant 8 ans. Quelque chose ne collait pas, et le fait qu'il ne puisse pas mettre le doigt sur ce qui le dérangeait encore plus que l'isolement. Il sortit son téléphone et fit défiler ses contacts, cherchant quelqu'un à qui envoyer un message quand le signal reviendrait. Le dispatch serait le choix logique, mais il lui crierait dessus pour être sorti de la route. Son ex-femme répondrait probablement, mais leur relation était déjà assez compliquée sans ajouter des appels de détresse depuis le milieu de nulle part. Il pensa à appeler le 911, à documenter sa position au cas où quelque chose tournerait mal, mais il ne connaissait même pas sa position. 6 km au sud du kilomètre 235 sur une route d'accès à un ranch ne réduisait pas beaucoup les possibilités dans un pays aussi vide. Le temps s'étira. Orin vérifiait sa montre toutes les 10 minutes. À chaque fois, il était surpris que seulement 10 minutes se soient écoulées. La tempête ne montrait aucun signe de relâchement. Si quelque chose, elle semblait empirer, le hurlement du vent montant à un cri qui faisait vibrer les murs du hangar. Il pensait aux autres conducteurs qui s'étaient garés à cette station Sinclair à Rawlins. Se demandait s'ils étaient assis dans leur cabine maintenant, se sentant malins de s'être arrêtés, ou s'ils se demandaient s'ils auraient dû continuer. Au moins, ils avaient d'autres camions autour d'eux, d'autres conducteurs à qui parler sur le CB, l'illusion de sécurité qui venait des nombres. Orin essaya de dormir mais n'y parvint pas. Chaque bruit le rendait tendu, attendant que les portes du hangar glissent, attendant que Hobart revienne, attendant que quelque chose se produise qui confirmerait soit sa paranoïa, soit la prouverait fausse. Vers 21h, il entendit des pas à l'extérieur de la porte latérale, celle que Hobart avait utilisée pour partir. La main d'Orin alla instinctivement vers la serrure de la porte, s'assurant qu'elle était engagée. Puis il attrapa sa lampe torche et la pointa vers le son. La porte s'ouvrit et Hobart entra,
couvert de neige, portant un thermos et un sac en papier. « Je me suis dit que vous aviez peut-être faim, » dit Hobart, sa voix résonnant dans le hangar. Il marcha vers le camion, et Orin baissa sa vitre, gardant la porte verrouillée. Hobart leva le thermos. Du café et quelques sandwichs. Rien de fancy, mais ça vous tiendra en forme. Orin prit les articles par la fenêtre, gardant ses distances, gardant ses options ouvertes. J'apprécie. Des nouvelles de la route? Hobart secouait la tête. Les patrouilles d'État ont fermé l'I-80 de Rawlins à Laramie. Ne rouvrira pas avant demain matin au plus tôt, et c'est si la tempête se calme. La radio dit que ce front a encore 6 heures devant lui. Orin dévissa le thermos et sentit le café. Il était chaud, sans odeur chimique qui suggérerait quelque chose de suspect. Mais il ne le but pas. Pas encore. Pas avant d'avoir eu plus de temps pour réfléchir. Vous avez dit avoir aidé d'autres conducteurs avant. Quand était la dernière fois? Hobart réfléchit un moment, brossant la neige de son manteau. L'hiver dernier, peut-être en février. J'avais 2 camions coincés sur ma route d'accès. Je les ai aidés à retourner sur l'autoroute après le passage des chasse-neige. Avant ça, il y a quelques années, un conducteur est tombé en panne près de ma limite de propriété. Je lui ai prêté mon téléphone, il a attendu dans le hangar jusqu'à l'arrivée du dépanneur. Les histoires semblaient plausibles, le genre de choses qu'un rancher du Wyoming pourrait faire par simple courtoisie. Mais Orin remarqua que Hobart ne donna pas de nom, ne dit pas pour quelle entreprise les conducteurs travaillaient, ne donna aucun détail qui pourrait être vérifié. « Vous vivez ici tout seul ?» demanda Orin. Hobart hocha la tête. « Ma femme est décédée il y a 3 ans. Les enfants sont grands. Ils vivent à Denver et Cheyenne. Il n'y a que moi et quelques ouvriers saisonniers qui aident pendant la saison des veaux. Ils ne sont pas là maintenant. La tempête est arrivée trop vite. » Orin rangea cette information. Si Hobart était seul, c'était à la fois mieux et pire. Mieux parce que cela signifiait moins de variables, moins de personnes impliquées si cela s'avérait être une sorte de piège. Pire, parce que cela signifiait aucun témoin, personne d'autre autour si les choses tournaient mal. « À quelle distance sommes-nous de l'autoroute ?» demanda Orin. Hobart fit un geste vague vers le nord. 6 kilomètres, comme je l'ai dit. Peut-être 7, selon la formation des congères. La route ne sera pas praticable avant le passage des chasse-neige, et ils ne viendront pas avant que la tempête ne s'arrête. Orin hocha lentement la tête, essayant de réconcilier le rancher serviable devant lui avec les scénarios paranoïaques qui défilaient dans sa tête. Hobart semblait authentique, exactement comme il le prétendait. Mais Orin avait appris à ne pas faire confiance aux apparences, à ne pas supposer de bonnes intentions simplement parce que quelqu'un offrait de la nourriture et un abri. « Je vais rester dans ma cabine cette nuit, » dit Orin. « J'apprécie le hangar et la chaleur, mais je suis plus à l'aise ici. » Hobart haussa les épaules. « Comme vous voulez. L'offre reste valable si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je serai à la maison. » Après le départ de Hobart, Orin posa le café et les sandwichs de côté et sortit son téléphone. Toujours pas de signal. Il essaya de se souvenir s'il avait vu des tours de téléphonie mobile sur le trajet, mais la visibilité avait été si mauvaise qu'il n'avait rien vu d'autre que les feux arrière de Hobart. Il pensa à l'itinéraire qu'ils avaient pris, essaya de le reconstruire dans son esprit, mais tout ce dont il se souvenait était de la neige et du vent, et de la sensation de conduire les yeux fermés. Pour ce qu'il en savait, ils auraient pu être à 30 km de l'I-80 au lieu de 6. Ils auraient pu être dans le mauvais comté, le mauvais état. Il n'avait aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Il ouvrit le sac en papier et examina les sandwichs. Jambon et fromage sur pain blanc enveloppé dans du film plastique. Rien qui semblait avoir été manipulé. Le café dans le thermos était encore chaud, de la vapeur s'échappant quand il dévissa le bouchon. L'estomac d'Orin gronda, lui rappelant qu'il n'avait pas mangé depuis ce matin-là à Salt Lake City. Mais il hésita encore. La partie rationnelle de son cerveau lui disait qu'il était paranoïaque, qu'un rancher qui voulait le voler ne se donnerait pas la peine d'apporter de la nourriture en premier. Mais la partie survie de son cerveau, celle qu'il avait maintenue en vie sur la route pendant 8 ans, lui disait de ne pas prendre de risques quand il n'avait pas à le faire. Il mangea lentement un des sandwichs, goûtant chaque bouchée, attendant de voir s'il ressentait quelque chose d'étrange. Rien ne se produisit. Il avait encore faim, était encore fatigué, était encore coincé dans un hangar au milieu d'un blizzard. Il but un peu de café, le laissant le réchauffer de l'intérieur,
et sentit ses muscles commencer à se détendre légèrement. La chaleur du chauffage au propane avait fait monter la température dans le hangar à quelque chose de presque confortable, et le rugissement constant de la tempête était devenu un bruit blanc, un grésillement de fond qui rendait difficile de rester alerte. Orin luttait contre la somnolence, se forçant à rester éveillé pour monter la garde. Mais son corps en avait décidé autrement. Il avait conduit pendant 12 heures avant que la tempête ne frappe, et le stress de naviguer à travers le blizzard avait brûlé ce qui lui restait de réserve. Ses yeux continuaient à se fermer, et chaque fois qu'il les rouvrait en sursaut, il devait lutter plus fort pour les garder ouverts. Il pensa à allumer la radio, à utiliser le bruit pour rester éveillé. Mais la batterie était déjà faible et il ne voulait pas la vider complètement. Vers minuit, il abandonna et se laissa somnoler, calant sa tête contre la vitre, une main sur la serrure de la porte, un pied par terre pour se réveiller s'il commençait à s'affaler. Le sommeil vint par fragments. De brefs moments d'inconscience interrompus par la fureur de la tempête, ou le grincement du hangar, ou sa propre paranoïa le forçant à se réveiller. Dans un de ces moments à moitié endormi, il crut entendre des voix à l'extérieur, une conversation basse à peine audible par-dessus le vent. Il se redressa vite, le cœur battant, et fixa le pare-brise sur le hangar vide. Rien ne bougeait. Le générateur continuait de bourdonner. La flamme bleue du chauffage vacillait régulièrement. Il descendit de la cabine et se dirigea vers la porte latérale, collant son oreille contre elle, écoutant. Le vent était trop fort pour entendre autre chose, mais il aurait juré avoir entendu des voix masculines, au pluriel, ce qui signifiait soit que Hobart avait menti sur le fait d'être seul, soit que quelqu'un d'autre était arrivé. Orin revint vers son camion et sortit une clé à molette du compartiment latéral, le métal lourd et froid dans ses mains. Il ne prévoyait pas de l'utiliser, ne prévoyait pas de confronter qui que ce soit, mais l'avoir le faisait se sentir légèrement moins vulnérable. Il s'assit dans sa cabine avec la clé à molette sur les genoux, regardant la porte latérale, attendant. 1 heure passa, 2 heures. Rien ne se produisit. Les voix, si elles avaient été réelles, ne revinrent pas. Orin commença à penser qu'il les avait imaginées. Son cerveau paranoïaque fabriquant des menaces à partir du bruit du vent et de l'épuisement. Mais il ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment, ne pouvait pas baisser sa garde. Il pensait à sa cargaison, 18 tonnes de matériel agricole qui valait probablement pas grand-chose à voler, mais qui pourrait l'être si quelqu'un connaissait les bons acheteurs. Il pensait à la fraude à l'assurance, au retard simulé, aux escroqueries qui impliquaient d'isoler les conducteurs puis de prétendre que leur chargement avait été endommagé ou perdu. Plus il pensait, plus les scénarios devenaient sombres. À 3 heures du matin, Orin s'était convaincu qu'il était dans de sérieux ennuis, que Hobart faisait partie d'un équipage spécialisé dans les conducteurs en détresse, que tout le montage avait été planifié depuis le moment où Hobart l'avait arrêté sur l'I-80. Mais la partie rationnelle de son cerveau continuait de pousser en arrière, demandant des preuves, demandant pourquoi un voleur se donnerait la peine de nourrir sa victime. Pourquoi un criminel passerait par le théâtre élaboré de prétendre être un rancher serviable quand il pourrait simplement braquer Orin avec une arme et en finir? Orin n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il avait, c'était l'instinct. Et son instinct hurlait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais l'instinct, sans preuve, n'était que de la peur. Et la peur sans action était la paralysie. Alors il resta assis dans sa cabine, la clé à molette sur les genoux, et attendit le matin. Attendit que la tempête se calme. Attendit que Hobart montre ses vraies intentions ou prouve son innocence. Attendit le moment où il rirait de sa propre paranoïa ou se maudirait de ne pas avoir agi plus tôt. La tempête commença enfin à se calmer vers 5 heures du matin. Le hurlement du vent tomba à un gémissement bas et la neige changea de feuilles horizontales à des flocons verticaux. Orin pouvait voir le mur éloigné du hangar maintenant, pouvait distinguer des détails qui avaient été invisibles des heures plus tôt. Il essaya à nouveau son téléphone et cette fois, il obtint une seule barre de signal clignotant, mais présente. Il ouvrit immédiatement ses messages et commença à taper un message au dispatch. Coincé dans un ranch à 6 km au sud de l'I-80 près du kilomètre 235. Retard dû à la tempête, je mettrai à jour quand la route rouvrira. Il appuya sur envoyer et regarda le message resté dans la boîte d'envoi, essayant de passer à travers le signal faible. 1 minute plus tard, il partit. Un soulagement l'envahit. Non pas parce que le dispatch pouvait l'aider, il ne le pouvait pas, mais parce qu'il avait établi un enregistrement, un horodatage, un fil d'Ariane numérique prouvant où il était et quand. Si quelque chose arrivait maintenant, au moins quelqu'un saurait où commencer à chercher. Son téléphone vibra avec une réponse du dispatch presque immédiatement. Reçu. Tenez-nous informés.
Le destinataire de North Platte a prolongé la fenêtre de livraison jusqu'à samedi. Vous êtes bon pour le timing. C'était déjà ça. Une pression en moins, une raison de moins de prendre des décisions stupides. Orin descendit de sa cabine et marcha vers les portes du hangar. La neige avait cessé de tomber, et le ciel s'éclaircissait, passant du noir au gris, le genre de lueur avant l'aube qui signifiait que le lever du soleil n'était pas loin. Il parvint à pousser une des portes de quelques pieds, assez pour voir dehors. Le paysage était transformé. Tout était enterré sous 60 cm de neige fraîche. La route d'accès au ranch était complètement invisible. Des congères s'étaient accumulées contre les clôtures et les bâtiments, sculptés par le vent en forme qui semblait presque organique. Et au loin, peut-être à un quart de mille, il pouvait voir une maison, une structure simple de style ranch avec de la fumée s'élevant de la cheminée. Donc Hobart avait dit la vérité à ce sujet. Au moins il y avait une maison, et la maison avait exactement l'air de ce à quoi on s'attendait de la part d'un rancher du Wyoming. Pas de complexe élaboré, pas de véhicule suspect, juste un ranch en activité au milieu de nulle part. Orin sentit une partie de sa paranoïa commencer à s'estomper, remplacée par de la gêne pour s'être autant inquiété. Peut-être que Hobart était vraiment juste un gars bien aidant un conducteur en détresse. Peut-être que les voix qu'Orin avait entendues n'étaient que la tempête jouant des tours. Peut-être qu'il avait été seul trop longtemps sur la route, sursautant devant des ombres, voyant des menaces là où il n'y en avait pas. Mais alors il entendit le son d'un moteur, et sa tension revint d'un coup. Un véhicule s'approchait, poussant à travers la neige, et alors qu'il se rapprochait, Orin reconnut le pick-up blanc de Hobart. Il se gara devant les portes du hangar, et Hobart descendit, l'air fatigué mais alerte. « Bonjour, appela-t-il. La tempête est passée. Les chasse-neige devraient être en train de dégager l'autoroute maintenant. Donnez-leur quelques heures pour dégager l'I-80. Ensuite, je pourrai vous guider pour retourner sur la route principale. » Orin hocha la tête, un mélange de soulagement et de suspicion résiduelle. « J'apprécie. Y a-t-il une chance que je puisse utiliser un téléphone ? Le mien capte à peine le signal. » Hobart désigna son pick-up. « J'ai une radio dans le camion. Vous pouvez l'utiliser pour appeler qui vous voulez. » Orin le suivit jusqu'au pick-up et Hobart lui tendit un combiné CB connecté à une unité de base plus puissante. Orin appuya sur le bouton et essaya le canal 19. Cette fois, des voix revinrent, faibles mais présentes. « Ouest à Laramie. Les routes sont toujours fermées mais les chasse-neige sont en mouvement. Devraient être ouvertes vers 8 ou 9 heures. » Une autre voix intervint. « l'I-80 est un vrai bordel à l'est de Rawlins. J'ai vu 3 camions dans le terre-plein central. Faites attention là-bas. » Les voix étaient réelles. D'autres conducteurs, d'autres camions, le rythme familier de la route. Orin sentit quelque chose en lui se détendre. Un nœud d'anxiété qu'il n'avait pas réalisé porter. Il rendit la radio à Hobart. « Merci. Je serai prêt à bouger quand la route rouvrira. » Hobart hocha la tête et retourna vers sa maison, laissant Orin seul dans le hangar à nouveau. Orin resta là longtemps, regardant le soleil se lever sur les plaines enneigées, pensant à la nuit qu'il venait de survivre, et se demandant si le danger avait été réel ou imaginé. Il ne le saurait probablement jamais avec certitude. C'était la nature de ce genre de situation, ambiguë, incertaine, ouverte à l'interprétation. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il s'en était sorti, que sa cargaison était intacte, et que dans quelques heures, il serait de retour sur l'I-80, se dirigeant vers l'étang direction de North Platte comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé, même s'il ne pouvait pas l'articuler. Il avait franchi une ligne entre sécurité et isolement, entre le connu et l'inconnu, et il en était revenu changé de manière qu'il essayait encore de comprendre. À 8 heures, les chasse-neige avaient fait assez de progrès pour que Hobart accepte de guider Orin jusqu'à l'I-80. La route d'accès au ranch était encore ensevelie sous la neige, mais le pick-up de Hobart avait assez de garde au sol et de poids pour tracer la voie, et Orin suivit ses traces, gardant sa vitesse à 15 km/h et les mains légères sur le volant. La remorque dérapa 2 fois sur la neige tassée, mais il corrigea doucement et continua à avancer. Toutes les quelques minutes, les yeux d'Orin déviaient vers ses rétroviseurs, vérifiant le hangar qui s'éloignait derrière lui, s'attendant à moitié à voir quelque chose qui confirmerait ses soupçons de la nuit précédente. Mais il n'y avait rien, juste un paysage blanc et les traces jumelles des pneus de Hobart coupant à travers la neige vierge. Tout le trajet du retour prit 40 minutes pour couvrir ce qui aurait dû être un trajet de 10 minutes. Et quand ils atteignirent enfin l'autoroute, Orin eut l'impression d'avoir retenu son souffle tout ce temps.
Ses épaules lui faisaient mal à cause de la tension. Sa mâchoire lui faisait mal d'avoir serré les dents, et ses mains avaient laissé des marques de sueur sur le volant malgré le froid. La ligne 80 était ouverte, mais à peine. Une seule voie avait été dégagée dans chaque direction avec des murs de neige empilés à 1,80 m de haut sur les deux accotements. La circulation se déplaçait à 65 km/h, une lente procession de camions et de véhicules particuliers se traînant vers l'est sous un ciel maintenant d'un bleu brillant et d'un froid mordant. Le genre de ciel qui vous faisait oublier à quel point la tempête avait été violente quelques heures plus tôt. À quel point vous aviez été proche d'être englouti par elle. Hobart se gara sur l'accotement à la jonction et Orin s'arrêta à côté de lui. Le propriétaire du ranch descendit de son pick-up et marcha vers la vitre d'Orin, son souffle créant des nuages dans l'air glacé. Orin baissa sa vitre, sentant la morsure du vent sur son visage. « Vous êtes prêts ?» dit Hobart, sa voix portant le même ton amical qu'elle avait maintenu tout au long de leur rencontre. « Les routes sont dégagées d'ici à Laramie. Prenez votre temps. Surveillez la glace sous la neige et vous serez bien. » Ses yeux, burinés et ridés par des années de soleil et de vent du Wyoming, semblaient sincères. Il n'y avait aucun signe de tromperie là, aucune nervosité ou évitement révélateur. Juste un rancher qui avait aidé un conducteur en détresse comme les ranchers l'avaient fait dans cette région depuis des générations. Orin voulait dire quelque chose, voulait remercier l'homme ou s'excuser pour sa méfiance, ou poser les questions qui l'avaient tenu éveillé toute la nuit. Des questions comme « Pourquoi faites-vous cela ? Combien de conducteurs avez-vous aidé ? Que pensiez-vous quand vous m'avez vu lutter dans la tempête ? » Mais tout ce qui sortit fut « J'apprécie l'aide. » Les mots semblaient inadéquats, insuffisants pour capturer la complexité de ce qui s'était passé, mais c'était tout ce qu'Orin pouvait gérer. Hobart lui offrit un sourire fatigué, le genre qui suggérait qu'il avait aussi été debout la plupart de la nuit, probablement en surveillant la tempête, en vérifiant son bétail, en s'assurant que sa propriété avait résisté au pire. C'est ce qu'on fait ici. On veille les uns sur les autres. Conduisez prudemment. Il remonta sur l'autoroute en direction de l'ouest, retournant vers son ranch, et Orin resta sur l'accotement pendant une autre minute, regardant le pick-up blanc disparaître dans la circulation. Le pick-up semblait plus petit maintenant à la lumière du jour, moins menaçant, juste un autre véhicule de travail sur une autoroute rurale. Orin essaya de réconcilier le rancher serviable à qui il venait de parler avec les avertissements sinistres et les circonstances suspectes qu'il avait hantées toute la nuit. Rien ne s'additionnait proprement. Le comportement humain le faisait rarement. Puis il passa la vitesse et roula vers l'est, se fondant dans le lent convoi de camions qui s'étendait devant lui aussi loin qu'il pouvait voir. Le trajet jusqu'à Laramie fut sans incident mais tendu. L'autoroute était glacée par endroits, du verglas noir se cachant sous la neige qui semblait inoffensive de loin, mais devenait dangereuse quand les pneus la touchaient. Orin garda sa vitesse stable à 55 km/h, bien en dessous de la limite affichée, et son attention aiguisée. Chaque léger mouvement de la remorque faisait monter son rythme cardiaque. Chaque fois qu'il sentait le camion vouloir dériver, il corrigeait avec des mouvements minimaux du volant, comme les conducteurs expérimentés apprennent à le faire après assez d'hiver sur la route. Le vent s'était levé à nouveau, pas au niveau de la tempête, mais assez fort pour pousser la remorque, créant une bataille constante entre l'élan vers l'avant et la dérive latérale. Son CB était actif maintenant, les conducteurs signalant les dangers et les conditions routières, partageant des informations sur les voies les mieux dégagées, les sorties avec des services ouverts, les aires de repos qui avaient été dégagées. C'était le bavardage normal qui signifiait que les choses revenaient à la routine, l'intelligence collective de la communauté des routiers circulant dans les ondes. Orin écoutait, mais ne prit pas le micro. Il se gara à une aire de repos près de Laramie et descendit de son camion, les jambes tremblantes après des heures de tension. L'air était froid et sec, le genre de froid qui vous faisait oublier la chaleur étouffante de la cabine. Il fit le tour de son camion, vérifiant les chaînes, les lumières, les sangles de chargement. Tout était sécurisé. Tout était prêt. Il prit une profonde inspiration, sentant le froid lui brûler les poumons, et se rappela pourquoi il aimait ce travail malgré tout. Parce que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lueur d'humanité, un rancher qui offrait un abri, un conducteur qui partageait une information sur le CB, un inconnu qui vous rappelait que vous n'étiez pas seul, même quand vous vous sentiez isolé. Il remonta dans sa cabine et alluma le moteur. La route l'appelait à nouveau, et cette fois, il était prêt à répondre.